Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo qui dirige les forces de soutien rapide, une organisation paramilitaire, une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts. Ces dernières semaines, l'armée a mené une offensive dans le centre du pays, reprenant des villes clés et la quasi-totalité de Khartoum. On en parle avec Marc Lavergne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche CNRS. Quelle est la situation actuelle au Soudan sur le plan humanitaire déjà? Alors, sur le plan humanitaire, elle est toujours dramatique. Vous avez évoqué les changements de rapport de force qu'il y a actuellement entre l'armée et ses supplétifs qui se sont révoltés contre elle. Alors la balance commence à pencher en faveur de l'armée, mais les forces de soutien rapide, qui sont ces mouvements qui ambitionnent de prendre le pouvoir également, sont toujours très, très actifs, très offensifs, en particulier au Darfour qui est leur base, où ils bombardent la capitale assiégée, El Fasher, et dans le reste du pays. Il faut dire que ces forces de soutien rapide ne sont pas comme l'armée. L'armée dispose d'une aviation, donc elle bombarde des villes de manière à peu près aveugle, donc elle fait effectivement déjà beaucoup de dégâts en perte humaine, mais les rebelles, eux, sont très mobiles. Ils attaquent des villages, ils brûlent les villages, ils pillent, ils vivent sur l'habitant. Si vous voulez, l'armée a une logistique derrière pour nourrir les soldats, pour les équiper. Ces rebelles, entre guillemets, qui ne sont pas des rebelles, donc qui sont des supplétifs, eh bien, ils vivent sur le terrain. Donc c'est ce qui cause cette dévastation. L'armée, quelles sont les zones que contrôle l'armée? Alors l'armée, elle contrôlait certains quartiers de la capitale. La capitale est extrêmement vaste. Khartoum, c'est 3 villes, un embranchement du Nil bleu, du Nil blanc. Donc les forces de soutien rapide avaient pris presque l'ensemble de la ville, mais pas les quartiers administratifs. L'armée a réussi à regagner du terrain. Tout dépend des soutiens extérieurs qu'on a. Donc l'armée s'est déplacée à Port-Soudan, où elle a créé une sorte de gouvernement provisoire avec des militaires uniquement à leur tête. Et puis elle essaye de regagner progressivement du terrain dans le centre du pays, tout ce qui est le Soudan utile, la vallée du Nil, et puis d'avancer progressivement vers l'ouest, vers le Tchad, où sont retranchés les rebelles, entre guillemets. Alors l'ONU a déclaré sur le plan humanitaire que le Soudan sombrera dans l'abîme et pourrait connaître la mort de centaines de milliers de personnes, à moins que la guerre dans le pays prenne fin. L'ONU qui par ailleurs suspend l'aide alimentaire au camp de Zamzam, devenu un camp de bataille. Alors avant de poursuivre, direction la banlieue de Khartoum, dans un hôpital pédiatrique. Laure de Matos, Lionel Bellon. Des cris insoutenables. Cette petite fille a le corps brûlé. Des tirs d'artillerie ont visé sa maison. Sa mère, blessée elle aussi, a réussi à la secourir et à la conduire jusqu'ici, à l'hôpital pédiatrique Al-Boulouk d'Omdurman, dans la banlieue de Khartoum. Mais elle n'a pas les moyens de payer ses soins. Les bandages, les médicaments sont à la charge des familles. Des enfants victimes de la guerre, partout. En tout, aujourd'hui, on nous a amené 150 victimes. Seulement des enfants? Oui, seulement des enfants. Des enfants blessés, malades et pour beaucoup malnutris. Selon l'ONU, la famine touche désormais 5 zones du Soudan et devrait s'étendre à 5 autres en mai. L'UNICEF estime que 770 000 enfants de moins de 5 ans souffriront de la forme la plus mortelle de malnutrition, la malnutrition aiguë sévère en 2025. Mon bébé ne prend pas de poids. On surveille son poids au gramme près. Ses grands frères, eux, sont devenus violents. Ils ne parlent que de bagarres et d'armes. Des enfants traumatisés, garçons et filles. Ces adolescentes sont ici prises en charge par des soldats de l'armée régulière pour des cours d'autodéfense. Les violences sexuelles sont légion et dans les 2 camps. Entre-temps, des bombardements ont visé 7 autres quartiers de la ville. Une frappe a fait 8 morts d'une même famille, dont 4 enfants. 3 filles et un garçon. Oussam, qui donne bénévolement un coup de main dans cette agence de pompes funèbres depuis quelque temps, ne s'y habitue pas. Nous, on est des adultes. On a fait notre chemin dans ce monde. Mais eux, pourquoi ont-ils été impliqués dans tout ça? Ils étaient innocents. La guerre dure depuis près de 2 ans au Soudan et a fait des dizaines de milliers de morts, parmi lesquels des milliers d'enfants.
Alors voilà pour la partie humanitaire. Sur le plan politique, Marc Lavergne, les forces du général Hemeti et leurs alliés ont signé une charte pour créer un gouvernement parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est une tentative de se donner une sorte de légitimité avec finalement une agrégation de partis qui sont à la fois des partis politiques, qui sont des mouvements de la société civile et qui sont des groupements armés, souvent à partir de jeunes, comme on l'a vu, qui sont en quête d'un moyen de survie, donc d'une arme et de s'embrigader dans des mouvements comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez disparate qui se forme à l'étranger, mais qui finalement n'a pas de base, je dirais, solide d'un point de vue d'un projet pour le Soudan. Quant à l'armée, elle cherche simplement à reprendre le pouvoir qu'elle a détenu depuis l'indépendance du Soudan en 1956. Ça n'a été qu'une suite de dictatures militaires qui se sont appuyées sur des problèmes, parce que le Soudan a été en guerre depuis son indépendance. Le Sud-Soudan qui a pris son indépendance en 2005, mais aussi, on se souvient peut-être des crises du Darfour et d'autres crises qui ont été moins connues, mais l'ensemble du pays a été sous la coupe des militaires depuis cette indépendance. Donc ils cherchent simplement à conserver les ressources du pays qui sont le pétrole, qui sont l'or. Donc tout ça, effectivement, crée beaucoup de convoitises dans le pays et aussi à l'étranger, puisqu'il y a des puissances à l'extérieur qui soutiennent chacun des deux camps. Mais quand on dit gouvernement parallèle, est-ce que ça veut dire deux États ? Non, je ne crois pas. Hein. Le but, effectivement, les forces de soutien rapide ont leur base dans l'ouest du pays, dans cette province du Darfour, près du Tchad, avec des soldats d'ailleurs qui viennent d'un peu toute l'Afrique, hein, des soldats de fortune qui s'installent là. Donc il n'y a pas de projet de constituer un État. Hein. Chez ces gens-là, ce sont au départ simplement des pillards qui cherchent des occasions de gagner fortune en taxant les migrants, en taxant sur les frontières un peu tous les produits importés, exportés, y compris l'aide humanitaire. Et du côté du gouvernement, encore une fois, il y a le sentiment qu'on est légitime à tenir le pays et donc, avec de l'aide extérieure aussi, à profiter des richesses qu'on peut extraire du sous-sol. Et justement, on va écouter le ministre soudanais des Affaires étrangères. Personne ne reconnaîtra le soi-disant gouvernement parallèle du Soudan. Il s'agit d'une position claire et confirmée, comme nous l'a affirmé son Excellence, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Bader Abdelati. Nous n'accepterons pas qu'un autre pays reconnaisse ce qui est appelé un gouvernement parallèle. Cette histoire de gouvernement parallèle, est-ce inquiétant pour l'avenir du Soudan ? C'est une conjonction un peu improbable de mouvements très différents les uns des autres. Il y a des mouvements régionaux qui sont appuyés sur des provinces, le Darfour, les Mondouba. Il y a des mouvements islamistes, il y a des mouvements tribaux qui sont de différents groupes, en particulier du Darfour, mais pas seulement. Et puis la société civile qui s'est formée lors de la transition démocratique qu'il y a eu entre 2019 et 2021 et qui a capoté parce que les militaires ont voulu reprendre le pouvoir. Donc des gens qui sont extrêmement différents et qui essayent de former une coalition pour reprendre la main. Mais je crois que sans soutien extérieur et sans force armée, ils auront beaucoup de mal à y arriver. Justement, en parlant de soutien extérieur, dimanche soir, le ministre kényan des Affaires étrangères a salué la signature d'un accord de paix, la formation d'un gouvernement d'unité entre acteurs soudanais. Quel est le rôle du Kenya dans cette guerre? Oui, c'est une question qu'on se pose souvent. Le Kenya a joué un rôle dans l'histoire récente du Soudan, en particulier lorsqu'il s'agissait de séparer le Soudan du Sud, qui est une partie du Soudan finalement, et qui est toujours un peu agrégée au Soudan. Et j'ai moi-même participé à des négociations à Nairobi. Le Soudan était plus actif. Le Kenya était plus actif. Aujourd'hui, il n'a plus de frontières avec le Soudan. Donc c'est un endroit neutre en quelque sorte que les élites soudanaises connaissent bien. Ça n'est pas le monde arabe, c'est l'Afrique. Et c'est un peu là-dessus que joue cette convergence démocratique. C'est essayer de se faire entendre des pouvoirs africains, que ce soit en Éthiopie ou que ça soit là au Kenya, qui est en même temps le centre de ce qu'on appelle l'alliance des pays de la Corne de l'Afrique, en quelque sorte. Donc une solution politique est encore possible, une médiation internationale? Non, je crois que ça n'est pas mûr parce qu'il y a des intérêts internationaux. Il y a d'un côté la Turquie, l'Iran, la Russie même qui soutiennent l'armée régulière. Et puis les forces de soutien rapide sont soutenues par les pays du Golfe et en particulier par les Émirats arabes unis. Donc il y a des ressources qui viennent de l'extérieur et ça fait que la situation n'est pas entre les mains des acteurs locaux.
Marc Lavergne, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS.